Hello! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et coucou tout le monde, comment ça va? Je suis trop contente. J'ai reçu, comme vous pouvez peut-être le voir, du matériel de la part de Logitech. Franchement, je les remercie de fou. Je suis trop contente d'enfin avoir un casque. Ça va être trop bien quand je pourrai live et stream du coup des jeux vidéo, etc. Et j'ai reçu également une... Ah, vous m'entendez? Ou vous m'entendez pas? Kyo, est-ce que les gens vous m'entendez ou pas, du coup, quand je parle? Ah, ok, il y a des gens qui entendent, super, ça me rassure. Ok, parfait. Bon bah Kyo, ouais, je crois qu'il y a peut-être un bug avec ton son. Donc je disais que j'ai reçu du matériel trop trop cool de la part de Logitech. Je suis trop contente, ils m'ont envoyé le casque, une nouvelle webcam. Je sais pas si vous avez remarqué, mais la qualité est genre archi mieux. Et ils m'ont envoyé également... Attendez, je vous montre parce que voilà, un clavier ergonomique parce que j'ai des douleurs chroniques au poignet et une souris ergonomique. Voilà, je suis trop contente. Donc en plus ça a été la galère pour les recevoir. Et du coup ben j'ai reçu ça hier et donc j'étais trop contente de pouvoir ben, commencer ce live avec mon nouveau matos. Donc je suis trop 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 contente. Comment ça va vous du coup? Je suis trop contente de vous retrouver là depuis la semaine dernière. Hello Noé, bah, j'espère que vous allez bien. Ça me fait trop plaisir en tout cas que vous soyez toutes et tous là avec moi ce soir. Euh, du coup, ce soir, on aborde une thématique voilà, qui me tient bien à cœur et qui me paraît en tout cas assez importante, euh, et même que je trouve hyper intéressante, c'est euh, le TDAH. Waouh! C'est un énorme truc, un énorme dossier, on va dire. Euh, me fais tellement écraser par le boulot en ce moment que j'ai rien eu le temps de préparer, mais c'est pas grave. On va faire un peu en impro. Parce que bah, on est comme ça ici, hein. Moi, je suis nature peinture. Mais ouais, j'ai été tellement bouffée par le taf que j'ai rien eu le temps de préparer, malheureusement. Après, c'est un sujet que je connais bien et que je maîtrise à peu près parce que j'ai moi-même un TDAH, du coup, diagnostiqué depuis un an et demi, même un peu plus maintenant. Et bah donc, je pense que je devrais à peu près m'en sortir. Euh, du coup, comment ça a été votre week-end? Vous, qu'est-ce que vous avez fait? Parce qu'évidemment, comme d'habitude, vous savez que moi, j'apprécie vraiment le fait qu'on puisse échanger ensemble. Donc, donc n'hésitez pas, voilà, à me partager un petit peu aussi votre week-end. Comme ça, moi, je vous raconterai un peu mon week-end. Et parce que juste on est là et on papote ensemble, et moi, ça me fait vraiment trop plaisir. Et en même temps, je règle un peu de l'air frais parce qu'il fait genre super chaud là dans la pièce, ou je sais pas si c'est moi qui ai chaud. Alors, hop, ok, voilà. Désolée du petit contretemps. Et hello aux personnes qui arrivent. Ça me fait trop plaisir qu'on se retrouve tous ensemble pour aborder du coup la thématique roulement de tambour du TDAH. Bon, je l'ai dit avant, donc en fait c'était pas une grande surprise. Reprise du boulot hier après 3 semaines d'arrêt, c'est bien dur, ressenti vendredi. Comme j'ai dit hier en story Instagram, c'est le lundi en fait. C'est lundi ressenti vendredi. On peut faire aussi avec mardredi, hein. Mardi ressenti vendredi, très clairement. Et hello à Nico qui nous rejoint sur le chat pour la première fois. Trop cool de t'avoir avec nous. Exactement, voilà, c'est ça. C'est mardredi aujourd'hui. Compliqué est un doux euphémisme. Ah mince, je suis désolée, Laxou, j'espère que ça ira. Et Noé, pas de soucis hein, si tu restes pas longtemps. J'ai pas encore mis le replay de la semaine dernière sur YouTube, mais je mets tous les replays en entier des lives du coup sur YouTube. Comme ça, euh, comme ça, les personnes qui peuvent pas rester jusqu'au bout pourront ensuite revoir le replay.
Alors, du coup, euh, le TDAH, je ne sais même pas par où commencer vu que j'ai rien préparé. Déjà, petite question introductive, est-ce que vous savez ce que signifie l'acronyme TDAH? Parce que comme d'habitude, je vous fais bosser. Et n'hésitez pas à me dire, est-ce que le son est de bonne qualité? Est-ce que vous m'entendez assez bien, etc. Parce que vu que c'est la première fois que j'utilise ce casque, je sais pas trop. Du coup, n'hésitez pas à me dire. Bah, bien sûr, tu peux jouer Kyo. T'as le droit de participer. Avec grand plaisir. Le boulot devient du grand n'importe quoi. Ah mince! Bah, j'espère quand même que ça ira. En tout cas, mes DM sont ouverts si jamais. Du coup, l'acronyme TDAH. Est-ce que quelqu'un peut me dire à quoi correspondent les lettres? TDAH. Ah, Kyo, donc trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est pour ça qu'effectivement, j'ai mis dans le petit titre là en bas à gauche de moi là, TDA/H. Ça signifie qu'effectivement, il n'y a pas toujours d'hyperactivité. Ok? Donc effectivement, TDAH, ça signifie trouble du déficit, ou alors les Canadiens, ils aiment bien dire trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Les deux fonctionnent. Euh, les Canadiens, ils aiment bien remanier la langue française à leur sauce. C'est les seuls d'ailleurs, j'ai capté, qui appellent l'émission The Voice la voix. C'est les seuls qui font ça. Même nous en France, on l'appelle The Voice. Bref, je trouve ça très drôle. Mais c'est une... Je m'éloigne. Je m'éloigne. Du coup, trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Alors déjà, pour vous, ça veut dire quoi, déficit de l'attention? Ils ont remasterisé tellement de titres de films. Ouais, c'est aberrant. C'est absolument aberrant. Du coup, pour vous, qu'est-ce que ça signifie, déficit d'attention? Qu'est-ce que ça peut impliquer, selon vous? Oh, un papillon, exactement. Ah là là, mon quotidien. Passer du coq à l'âne, manque de concentration, facilement distrait, ok. Quand on doit rester concentré en cours et que, oh tiens, un nuage dehors. Hello Margot, trop cool que tu sois avec nous ce soir. Donc oui, euh, le filtre au bruit extérieur, etc. Ouais. Mhm. Un problème pour rester en place, dysfonction exécutive. Ok, super, dysfonction exécutive, je vais y arriver. C'était effectivement quelque chose dont je voulais parler. Ne pas pouvoir mettre son cerveau en pause. Et pas de souci pour l'orthographe. Ici, c'est vraiment super ok à ce niveau. Euh, donc, effectivement, là, vous m'avez nommé plein de traits, on va dire, plein de traits qui font partie, ou qui peuvent faire partie en tout cas du TDAH. Euh, Impulsivité également. Yes, ça fait partie du combo gagnant. Euh, alors, ce qu'il faut savoir, avant toute chose, c'est que donc le TDAH est considéré comme un trouble. Donc, basiquement, quand moi j'entends trouble, j'entends pathologique. D'accord? Moi, j'ai une vision un peu plus modérée euh, de, de ça, dans le sens où tout le monde ne vit pas son TDAH de la même façon. Et il y a des personnes pour lesquelles il peut ne pas y avoir un ressenti profondément pathologique en soi. Et perdre des trucs tout le temps alors qu'aussi bien c'est dans notre main. Ouais, ça c'est ça c'est vraiment pas mal ça. Euh, Moi je suis assez voilà, je suis assez ouverte à rediscuter pardon, de cette question du trouble selon les personnes et effectivement selon les vécus, on va dire, de chacun et chacune. Il y a clairement des personnes pour lesquelles les traits et les symptômes liés au TDAH vont vraiment être pathologiques. Et les personnes qui étaient là au live précédent, est-ce que vous pouvez me redonner la triade pathogène que je vous ai donnée la dernière fois? Et franchement, si quelqu'un y arrive, vraiment, je vous applaudis. Du coup,
Qu'est-ce qui constitue, qu'est-ce qui fait qu'un symptôme ou un trait est pathologique? On va voir si vous avez bien révisé. J'avoue, en plus je le répète, je pense à peu près à chaque live. Donc, let's go. Donc il y a 3 points qui font de quelque chose de pathologique. Comment ça, vous avez oublié la trilogie? Non, pathologie qui ne se guérit pas. Non, on peut guérir d'une pathologie. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a 3 critères qui peuvent faire d'un symptôme un symptôme pathologique. Et ces 3 critères, je les donne souvent. Ça perturbe le bon fonctionnement du quotidien. Ok. Symptômes excessifs qui durent. Ok. Souffrance importante quasi tous les jours. Répercussions sévères dans le quotidien. Ok, c'est pas mal. Et il en manque euh, envahissant, handicapant et intensité de la souffrance. Yes. Franchement, c'est pas mal. Vous me les avez juste un tout petit peu reformulés, mais vous avez l'idée. En gros, pour rappel, la triade, ce que j'appelle la triade pathogène, c'est pour qu'un symptôme soit pathologique, il faut qu'il soit extrêmement envahissant, d'accord? Qu'il envahisse le quotidien, le fonctionnement de la personne. Qu'il impacte significativement et négativement le fonctionnement normal de la personne et qu'il génère une souffrance excessive, quotidienne ou quasi quotidienne. Ça, c'est les 3 facteurs qui font qu'un truc est pathologique. Une colère, elle regroupe ces 3 facteurs, elle est pathologique. Un comportement, il regroupe ces 3 facteurs, elle est pathologique. Un trait de personnalité regroupe ces 3 facteurs, il est pathologique. Alors attention, pathologique, c'est pas un gros mot, d'accord? Mais simplement, ça vient quand même marquer une question de souffrance, d'envahissement et d'impact sur le fonctionnement normal. Qui parle de déni? Ah oui, avec Kyo, en plus, on a eu une petite explication sur la question du déni. Mais oui, la plupart du temps, dans le présent, on n'est pas en déni, on sait plus qu'on se voile la face. Mais bref, c'est pas le sujet. Euh, J'en étais où, moi? J'ai vu un papillon, voilà, j'ai vu un papillon et je me suis perdue. Du coup, la traite pathogène, donc ce que je veux dire par là, c'est que certaines personnes vont avoir des traits qui sont, euh, caractéristiques du TDAH sans que ce soit extrêmement pathologique, voire même fondamentalement pathologique. Euh, donc moi, j'ai un TDAH qui est diagnostiqué depuis presque 2 ans, un an, un peu plus, ouais, un an et 8 mois, quelque chose comme ça. Et je considère actuellement qu'il y a plein de traits de mon TDAH qui ne sont pas pathologiques pour moi. Il y en a certains qui peuvent l'être à certains moments, mais la plupart du temps, je trouve actuellement que mon TDAH ne s'exprime pas de manière pathologique. En reprenant les 3 éléments pathologiques que je vous ai décrits tout à l'heure. Euh, Et coucou Zoé, comment ça va? Trop chouette, il y a des personnes qui me suivent là, en même temps que le live, ça me fait plaisir. Bienvenue et bienvenue sur ma chaîne. Joli casque, merci. Je disais au tout début du stream que j'ai eu de la chance d'avoir reçu du matériel de Logitech. Donc je les remercie, ils m'ont offert tout de ouf, ils m'ont offert la nouvelle webcam où la qualité est grave meilleure en soi. Enfin, elle filme en 4K, je crois, je sais plus quoi. Bref, et le casque et un clavier et une souris ergonomique parce que j'ai des problèmes au poignet, donc c'est trop bien. Euh, et donc, le TDAH, c'est pour ça que je remets en question un petit peu l'aspect, la question, enfin, je vais y arriver, le mot trouble, d'accord? Ensuite, je me disais bien qu'on voyait l'arbre à chat en 4K. La qualité est meilleure, très clairement, et ça c'est cool. Euh, du coup, le TDAH est composé de 2 profils, ok? Et merci pour les retours sur la qualité de la webcam, ça me fait grave plaisir. Maintenant, il me faut juste des bonnes lumières parce que là, j'ai un peu des lumières de fortune. Mais voilà, chaque chose en son temps. On veut Floki en 4K. Floki, elle est où? Je sais pas où elle est. Je pense qu'elle doit être à la porte là où j'ai mis les chats, c'est-à-dire à la porte de ma chambre, derrière, en train d'essayer de passer sous la porte au cas où elle y arrive. Oui, je me recentre. Oh là là, je suis trop distractible. Ça veut pas, ça se dit pas. Mais
Elle est clairement en train d'essayer de manger les chatons. Ça va un peu mieux à certains moments, mais c'est toujours pas parfait. Du coup, je vais y arriver. Le TDAH est composé de trois profils, d'ailleurs, que dis-je? De trois profils. Et en même temps, c'est trop bien que vous participiez sur le chat parce que ça me fait grave plaisir. Trois profils. Et si vous voyez que je me distrais trop, rappelez-moi à l'ordre, hein. Heureusement que le sujet est le TDAH, c'est clair. Donc, il y a le premier profil qui est le profil hyperactivité impulsivité. Le deuxième profil qui est inattention. Et le troisième profil qui est le profil mixte, qui regroupe en fait des critères des deux. Chaque profil est composé de 8 à 9 critères. Et plus on va se rapprocher des 8 à 9 critères, plus ça va confirmer euh, un diagnostic ou du moins une tendance en soi. Je crois qu'il faut avoir au moins 5 des 8 critères pour pouvoir recevoir le diagnostic, si je ne dis pas de bêtises. Par exemple, moi j'ai un profil mixte, ok, donc hyperactivité et inattention. Et dans l'inattention, je crois que je coche, je crois que je coche 8 et 8. Il y a une des sphères où j'en coche pas un, quoi. Euh, Est-ce que euh, ça vous intéresserait d'avoir un peu plus de détails sur ces critères ou est-ce que vous voulez que je passe plutôt à d'autres explications? Attention, si jamais je vous donne ces critères, je n'ai pas de rôle diagnostique, d'accord? Donc les critères que je vais vous donner sont à titre indicatif, d'accord? Ce live n'est pas un live qui vous permet de poser un diagnostic. Par contre, effectivement, si jamais vous vous reconnaissez dans ces critères, je vous invite à consulter, soit en parler à votre psychologue, soit à consulter un ou une psychiatre, car les psychiatres sont les principales personnes aptes à réaliser un diagnostic. Ok? Alors, les critères du TDAH. Hop, je cherche ça parce que j'ai pas pris de notes. Donc, il faut que je fasse des recherches très rapides. Je les connais pas tous par cœur, c'est pour ça. Il est génial ce clavier ergonomique, au passage. En fait, c'est un clavier qui fait que t'es pas obligé de lever tes poignets, genre, un peu, si j'ai bien compris. Alors, les critères, c'est intéressant. Le métro, c'est chiant, je capte mal. Ah mince, désolé. Bah, j'espère que t'arriveras quand même à nous entendre, sinon il y aura toujours le replay. Euh, Au moins le replay sur YouTube. Alors, du coup, voilà, c'est ça. Cinq traits pour les adultes doivent être présents pendant au moins 6 mois. Ok? Donc, dans la sphère inattention, il y a 9 critères dans la sphère inattention. Il y a, je lis, hein, je regarde mon deuxième écran, c'est pour ça que je tourne la tête. Du coup, premier point, ne pas parvenir à prêter attention aux détails ou le fait de faire des fautes d'inattention, que ce soit dans le boulot, dans les devoirs ou dans d'autres activités. Voilà, la difficulté à prêter de l'attention aux détails. Attention, encore une fois, il faut que ces traits-là, ils soient présents dans le fonctionnement et de façon inadaptée et incohérente avec votre niveau de développement. C'est-à-dire que si à certains moments vous avez du mal, vous faites des fautes d'inattention, ça ne veut pas dire que vous avez peut-être un TDAH parce que, encore une fois, on peut avoir des traits, c'est-à-dire on peut être parfois faire preuve d'inattention sans que ce soit pathologique. D'accord? Donc, je vous rappelle que les traits dont je vais vous parler, il faut qu'ils soient présents de manière inadaptée et dans votre fonctionnement. D'accord? Deuxième trait, euh, du mal à garder enfin, du mal à maintenir une attention, on va dire, constante dans les tâches ou dans les activités. Ok? Troisième trait, du mal à suivre les conversations, du mal à écouter, on va dire, quand on nous parle. Ok?
Quatrième trait, du mal à suivre les consignes et enfin, le fait d'avoir du mal à suivre les consignes et à finir des tâches. D'accord? Et encore une fois, le fait de ne pas finir les tâches, c'est au-delà du fait qu'on ne soit pas capable. D'accord? Donc c'est vraiment une difficulté à finir les tâches, même si on en est capable, et même si on comprend les consignes. D'accord? Donc ça fait un, 2, 3, 4. Ok, 4. Cinquième critère, avoir souvent du mal à organiser les tâches et les activités, donc difficulté d'organisation. Sixième critère, euh, un évitement des actions ou des tâches qui demandent un effort mental soutenu. Par exemple, l'administratif, les devoirs, les trucs un peu, voilà, les trucs qu'on n'aime pas faire, quoi. Septième critère, le fait de perdre souvent des objets. Huitième critère, distraction facile par des stimuli externes. Le O, un papillon, typiquement. Et neuvième critère, oubli de tâches. Oubli de choses, oubli de rendez-vous, oubli. Voilà les 9 critères principaux dans la sphère inattention du TDAH. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces critères-là? Désolée, j'avais besoin de faire craquer mon cou. Est-ce que c'était clair? Ou est-ce que vous auriez besoin de précision sur un ou plusieurs critères? Je peux donner des exemples hein, si vous voulez. Ok, trop cool si c'est clair. Parfait. Euh, Encore une fois, Ah, bah salut Rosa, bienvenue du coup, et merci de nous suivre dans le chat, c'est trop cool. Claire, parfait, trop bien. Euh, Encore une fois, je le rappelle, il faut vraiment que ces traits soient présents de manière inadaptée dans le fonctionnement. Ok? Ensuite, la sphère hyperactivité-impulsivité. Dans la sphère hyperactivité-impulsivité, il y a aussi 9 critères en fait. Voilà, il y a 9 et 9 en fait. C'est moi qui m'en souvenais plus exactement. Et pareil, toujours au moins 5 des 8 critères pour les adultes doivent être présents pendant au moins 6 mois de manière excessive, inappropriée, inadaptée, etc. Donc dans la sphère hyperactivité-impulsivité, remue souvent les mains et les pieds ou... Enfin, c'est le fait de remuer souvent les mains et les pieds ou de se tortiller. Ok. Alors, Nunzia, je termine la liste des critères, après je réponds à ta question. Comme ça, au moins, je, j'explique tout si jamais il y a d'autres questions. Deuxième critère, c'est avoir du mal à rester assis. Donc souvent avoir besoin de se lever, etc. Voilà, dans n'importe quel contexte. Troisième critère, sentiment d'agitation globale. Quatrième critère, avoir du mal à se tenir tranquille dans les situations calmes. Cinquième critère, ce sentiment d'être un peu au bord un peu sur un fil, euh, enfin une sorte un peu une forme d'hypervigilance. Ok. Sixième critère, souvent un discours qui peut être dans un flow un peu excessif, donc le fait de parler beaucoup, d'avoir beaucoup de débit de parole, etc. Euh, Avoir du mal à attendre que les autres terminent de parler, donc c'est souvent le fait de surenchérir avant que la personne ait terminé, de couper la parole, etc. Non, pardon, ça c'est deux choses. Donc il y a avoir du mal à attendre son tour, donc couper la parole, etc. Et il y a le huitième critère, c'est le fait de ne pas réussir à freiner son cerveau et donc par exemple de répondre avant même la fin d'une question, de lâcher une idée avant même que la phrase soit finie, etc. Donc le fait d'avoir du mal à, à freiner son impulsion, on va dire, de penser. Et le neuvième critère, le fait d'interrompre
souvent les autres dans les activités, dans ce qu'ils font, s'immiscer dans les conversations, s'immiscer dans les activités, etc., etc. Donc, effectivement, Marie-Jo, c'est une bonne question. Et Nunzia, si ça a répondu à ta question, effectivement, il faut au moins 5 des critères pour avoir le diagnostic. Et du coup, il faut avoir au moins 5 critères dans une seule sphère. Je vais y arriver. Dans une seule sphère, c'est suffisant. Ça voudra dire qu'on aura. Alors, en soi, généralement, on a toujours un peu de critères dans l'autre sphère. Mais si par exemple, on va avoir 6, 7, 8, 9 critères dans une sphère, bah, on va avoir un trouble de l'attention avec un profil spécifique. Par exemple, si j'ai 9 critères dans la sphère hyperactivité, impulsivité, et que j'ai 2 critères dans la sphère inattention, je vais avoir un TDAH, euh, 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 profil hyperactivité, impulsivité. Euh, et alors, certains, ça va dépendre un petit peu, mais certains psychiatres vont effectivement parfois euh, préférer poser des diagnostics quand il y a des profils mixtes, parce que c'est les profils où il va y avoir le plus de difficultés, forcément. Mais généralement, il y a quand même des traits présents dans les deux sphères. Moi, par exemple, je crois que j'ai 8 et 8 ou 8 et 9, quelque chose comme ça. Et au-delà de la compréhension de son fonctionnement, quelle est la fonction d'un diagnostic? C'est une très bonne question. Merci Maëlle et merci d'écrire pour la première fois sur le chat, ça fait plaisir. Et bienvenue, du coup. Je sais pas si tu avais regardé d'autres lives, mais bienvenue. La fonction d'un diagnostic. Pour moi, il y a plusieurs fonctions à un diagnostic. La première, c'est de pouvoir avoir accès à des accompagnements spécifiques, notamment l'accompagnement médicamenteux, donc avec un traitement, qui n'est accessible que si on a un diagnostic. Les traitements par méthylphénidate, donc qui est la molécule utilisée en France du moins, dans le traitement du TDAH. Et coucou, encore des nouvelles personnes qui parlent sur le chat, c'est trop bien, ça me fait grave plaisir. Bienvenue, Moontif. Je sais pas si je le prononce bien, je peux carrément mal prononcer vos pseudos, je m'en excuse. Mais bienvenue, en tout cas, ça fait trop plaisir d'avoir de nouvelles personnes sur le chat. Donc, de pouvoir avoir accès à des accompagnements spécifiques, donc le traitement, parfois aussi des formes de thérapie. Je sais que par exemple, quand on a un diagnostic TDAH, on peut avoir des accompagnements spécifiques comme de l'ergothérapie spécialisée dans l'accompagnement du TDAH, qui est d'ailleurs un truc très peu connu mais extrêmement chouette. Euh, et d'autres formes d'accompagnement spécifiques sur vraiment de la gestion du quotidien, etc. Et des TCC aussi orientés gestion du quotidien et autres. Euh, je pense que le diagnostic permet aussi de développer une forme d'auto-indulgence. Moi, c'est ce qui s'est vraiment passé pour moi, par exemple. Je sais que mon diagnostic, il m'a vraiment permis de faire un peu la paix avec moi-même et me dire, ok, bon, bah, t'es pas, entre guillemets, t'es pas folle, t'as juste un truc spécifique et c'est ça. Et ok, que j'ai ce mot, on va dire, de poser, ben, j'arrête de me flageller, quoi. En tout cas, je me flagelle beaucoup moins. Parce que, voilà, je sais pas juste que c'est pas juste que je suis dissipée, c'est pas juste que j'ai la flemme, c'est pas juste que je suis nulle, c'est pas juste que, etc. Non, c'est que j'ai des difficultés spécifiques qui sont liées à un truc concret et à travers lequel je peux trouver des réponses, des outils, etc., etc. Voilà en tout cas pour moi le rôle que joue un diagnostic en ce sens. Euh, c'est très compliqué l'hyperactivité, ouais carrément, moi c'est quelque chose que je ressens assez souvent. Et attention, on a souvent tendance à parler d'hyperactivité physique, mais beaucoup de personnes, surtout les adultes, ont plutôt de l'hyperactivité psychique. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'hyperactivité psychique? Perso, je galère à avoir un diagnostic. À attendre sur des listes. T'es dans quel coin en France? Parce qu'il y a aussi des praticiens qui font la démarche en visio, si jamais. Chez moi, c'est mental, oui. Ok. Moi, je peux plus de mon cerveau qui est jamais sur stop. Bah, effectivement, c'est ça l'hyperactivité psychique.
Avoir un flot de pensée constamment, ouais, carrément. Île-de-France, Île-de-France, Île-de-France. Ok, je pense pouvoir peut-être avoir un contact à ce niveau-là, dans ce cas-là. Tu peux m'envoyer un DM sur Instagram si jamais, comme ça je te redirai. Ça mène à de jolies angoisses. Ouais, effectivement, ça peut, très clairement. Et, et donc, comme je disais, l'hyperactivité psychique, c'est plus souvent le cas chez les adultes. Et effectivement, c'est ce phénomène où on a la sensation que le cerveau, en fait, s'arrête jamais. Et avec plaisir. N'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Instagram si vous avez des questions autres ou des trucs un peu plus perso que vous voulez pas forcément partager sur le chat. Et d'ailleurs, petit rappel, effectivement, c'est vrai que je le fais à chaque live, mais à chaque fois j'oublie de le faire au début. Le chat, c'est un espace qui se veut le plus sécure possible. Il y a un bot et un modo Kyo qui gère le flux, on va dire, du chat. Mais si jamais vous voulez parler de votre vécu et que ça implique des choses un peu difficiles, n'hésitez pas à mettre des trigger warnings au début de vos messages. Voilà, pour la sécurité de tous. Absolument comme pour moi ce matin. Ouais, c'est clairement possible, hein. L'hyperactivité psychique, ça peut être un ressenti un peu constant. Moi, je sais que ça m'arrive surtout le soir, à l'endormissement par exemple. J'ai beaucoup de mal à m'endormir. J'ai toujours eu des soucis de sommeil. Maintenant, je comprends un peu à quoi c'est lié. Et, euh, et en fait, le soir, je fais beaucoup d'hyperactivité psychique qui impacte, enfin, qui m'empêche de m'endormir, ce qui est très chiant, d'accord? Et, euh, et quand on comprend pas trop ce que c'est, bah en fait, c'est un peu anxiogène, quoi. Et souvent, ça participe à, à nourrir une forme d'anxiété parce que bah, on n'arrive pas à dormir, du coup on stresse parce on comprend pas pourquoi, et puis du coup on s'énerve, puis on est frustré, puis vu qu'on s'active émotionnellement, bah, on arrive encore moins à dormir, etc. Enfin, c'est un peu un cercle vicieux. Et, euh, et c'est chiant, n'est-ce pas? Est-ce que il y en a d'autres ici qui font de l'hyperactivité aussi le soir, par exemple? Attendez, je vais trop tester un truc avec mon casque. Apparemment, si je fais ça, il va se mettre en mute. Incroyable. C'est beau la technologie. Je découvre mon matos, hein, excusez-moi. À fond, souvent en mode hyper-focus sur un sujet. Oui, effectivement, et tout en sachant que, attention, l'hyperactivité psychique n'est pas forcément toujours portée sur des sujets négatifs ou portée sur des sujets qui génèrent de la souffrance. Moi, ça peut m'arriver d'avoir de l'hyperactivité psychique qui va juste être focus un peu sur le boulot, sur ce que je dois faire, sur ma nanana. C'est pas des sujets profondément négatifs, juste par contre, ça peut générer des ressentis négatifs parce que en fait ça m'empêche de dormir et que ça me frustre et que etc. Mais les pensées en soi ne sont pas toujours forcément négatives. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si ça va jusqu'à de l'hyperactivité, mais en vrai souvent, mon cerveau est constamment sur des pensées qui ne s'arrêtent pas et sans rapport les unes des autres. Oui, ça peut. Ça peut être une forme d'hyperactivité psychique. Oui, le soir, mode récapitulatif de la journée ou le sens de la vie. Ouais, carrément, ça peut clairement être ça. Moi, soit je suis focus, soit j'ai 15 000 pensées qui débarquent. Ouais, c'est un peu un double mode. Hyperactivité, c'est pratique en soirée, les gens se demandent comment on tient sans drogue ni café ou autre. Carrément, exactement. Et là, par exemple, typiquement, moi je sais que mon hyperactivité, même physique, elle est souvent déclenchée après une très courte nuit. Là, par exemple, aujourd'hui, j'ai dormi très peu. J'ai dormi 5 heures, je pense, parce que bref, j'ai été réveillée tôt, etc. Et là, j'ai un second souffle. Là, je pense que je pourrais rester éveillée une bonne partie de la nuit. Et en fait, je me rends compte que je suis plus hyperactive quand j'ai beaucoup moins dormi, en soi. C'est beaucoup moins le cas quand je dors beaucoup et que je suis un peu à l'ouest, quoi. Ces pensées envahissantes m'amènent souvent à prendre des décisions rapides et impulsives. Oui, c'est souvent le cas. Effectivement, souvent les pensées intrusives ou les pensées automatiques qui sont souvent aussi présentes dans des moments d'hyperactivité psychique, peuvent mener à des prises de décision impulsives, d'où la notion aussi dans le TDAH d'hyperactivité slash impulsivité. Euh, Ça fait sens avec ce que tu dis en tout cas, Maëlle. Euh, et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que
le, le TDAH est plein d'ambivalence. On va avoir des traits, des comportements, des symptômes qui vont parfois paraître complètement opposés. C'est-à-dire comme le décrivait Marie-Jo, c'est on peut être extrêmement focus et ensuite extrêmement distrait. Et on peut être capable de, d'arriver à faire une tâche à fond pendant 3 heures et d'un seul coup ne même pas être capable d'aller se brosser les dents. Donc il y a plein d'ambivalences, il y a plein de paradoxes au sein des comportements liés au TDAH. Je sais pas si ça vous le fait d'ailleurs, moi c'est quelque chose qui m'arrive très souvent, mais je ne sais pas comment contrôler ça. Alors les pensées envahissantes et les décisions rapides, ça se contrôle pas. Par contre, on peut trouver des stratégies pour mieux gérer ces moments. Mais ça, on en reparlera un petit peu des stratégies. Quand on est fatigué, je trouve que j'ai plus de mal à contrôler, je lâche les rênes. Carrément, la fatigue enlève les barrières. Euh, la fatigue, c'est un symptôme qui est plutôt aggravant en soi. Et c'est d'ailleurs un symptôme qui aggrave la santé mentale, la fatigue sur le long terme, surtout la fatigue chronique, etc. Et, euh, et effectivement, quand je suis fatiguée, mais ça a un impact énorme sur certains de mes traits, et même certains de mes traits liés au TDAH. C'est assez impressionnant, quoi. Et puis même sur ma santé mentale de manière générale, quand je passe une période où je suis reposée. Ah, il y a Floki que vous allez peut-être voir. Est-ce que... Non, vous n'allez pas la voir, elle est en dessous. Je sais pas ce qu'elle veut. Je crois qu'elle râle parce qu'elle veut aller voir les petits chatons. Est-ce que jusque-là c'est clair ou est-ce que vous avez des questions? N'hésitez vraiment pas hein, si vous avez des questions. Vous savez que... Ou même envie de partager votre expérience. Hein. This is clair. Merci Margot. Un diagnostic est validé que par un psychiatre, un ou une psychiatre, c'est ça. Et le troisième profil, pardon, c'est le profil mixte. Euh, c'est euh, c'est avoir plus de 5 critères dans les deux sphères. Donc sphère inattention et sphère hyperactivité, impulsivité. Alors, pour le diagnostic, il y a plusieurs façons de réaliser un diagnostic. Enfin, plusieurs, j'abuse. Il y a deux façons de réaliser un diagnostic. Soit, ah, trois façons. Attendez, parce que je vais réfléchir 2 secondes. Non, je pense qu'il y a trois façons. Deux façons et demie. Soit par un ou une psychiatre, soit par un... Ah non, attendez, j'ai des bêtises. Bon, je vais y arriver. La majorité des diagnostics aujourd'hui pour le TDAH sont réalisés par des psychiatres. D'accord? Ça peut être des neuropsychiatres. Et ça peut être également réalisé par des neurologues. Et ça peut être également réalisé par des neuropsychologues. Mais pour les neuropsy, il y aura nécessairement une validation médicale à un moment donné parce que euh, un, un neuropsy ne peut pas réaliser d'ordonnance, par exemple, pour des traitements, etc. Donc, il y a plus ou moins deux, on va dire, trois façons. Et encore une fois, la démarche, on va dire, habituelle se fait souvent avec des psychiatres, et souvent, du coup, avec des psychiatres quand même spécialisés dans ce diagnostic-là, parce que c'est un diagnostic spécifique. Euh, la plupart des psychiatres qui ne sont pas du tout spécialisés ne voudront pas vous faire un diagnostic et vont vous orienter en fait vers des psychiatres spécialisés. Il y a certains psychiatres qui ne sont pas spécialisés, mais qui acceptent de réaliser la démarche diagnostique. C'est assez rare, mais ça existe. Le neuropsy fait passer des tests cognitifs, c'est ça. Le neuropsy va faire passer les tests, comme généralement les questionnaires qu'on fait aussi passer que fait aussi passer le psychiatre, et va établir aussi une forme d'examen un peu clinique, c'est-à-dire lié à la vie de la personne, etc., comme le ferait aussi le psychiatre, du coup. Et salut Nouza, du coup, passe une bonne soirée, et à la prochaine. Même si diag n'est pas égal à un traitement, psychiatre égale ordre initial égale traitement. Voilà. C'est toujours les psychiatres. euh, et les neurologues aussi, non? Je pense.
En fait, je connais tellement pas la partie neurologue que je saurais pas dire, mais il me semble que les neurologues peuvent, vu que ce sont des médecins, euh, faire la primo-ordonnance pour le traitement. Est-ce que les personnes ici s'il y en a qui ont eu un Jack TDAH, tout le monde est passé par un ou une psychiatre? Moi, je suis passée par une psychiatre spécialisée, par exemple. Voilà, c'est ça, uniquement neurologue et psychiatre, pas d'autres médecins. Exactement. Ouais, l'avis du neurologue et du psychiatre enfin, ça, c'est des médecins spécialisés, donc c'est du même, entre guillemets, du même niveau. Et du coup, est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont reçu un diagnostic? Et si oui, est-ce qu'il y a des personnes qui ont reçu un diagnostic par une autre personne qu'un psychiatre? Ça m'intéresse, si jamais. Ou même s'il y a des personnes qui cherchent un diagnostic, est-ce que vous avez plutôt tendance à vous tourner vers des psychiatres ou des neurologues, par exemple? Psychiatre pour l'Axou, ok. Et je kiffe pas trop les psychiatres, je comprends. Mais il y en a qui sont chouettes, un peu comme dans tous les métiers, heureusement. Ouais, psychiatre aussi, psychiatre aussi. Ouais, donc voilà, on voit vraiment que il y a cette tendance à aller quand même consulter du coup des psychiatres. C'est la, le chemin, on va dire, un peu enfin, principal dans cette démarche-là. Moi, je cherche, mais je ne trouve pas de psychiatre. Il y en a qui le font en visio. Faut pas hésiter à sortir de son secteur géographique et à rechercher des personnes qui pourraient le faire en visio. Si j'en connais sur Caen. Non, malheureusement, j'en connais pas sur Caen, je suis désolée. J'ai eu un rendez-vous neuropsy, mais il fallait débourser 500 euros pour des tests. Ouais, donc... Ah ouais, non, 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 ça se fait plus ça maintenant. Les psychiatres peuvent le faire au sein même de leur consultation. Et généralement, ils vous envoient les tests à remplir vous-même. Et moi, par exemple, quand j'ai fait ma démarche, vu qu'en plus la psychiatre était conventionnée secteur 1, j'y suis allée sur ordonnance et j'ai rien... Du coup, j'ai été remboursée, quoi. Donc, à l'heure actuelle, dans le présent, on n'a plus besoin de payer une fortune pour poser un diagnostic TDAH. Si on trouve qu'un psychiatre conventionné secteur 2, c'est-à-dire qui pratique les dépassements d'honoraires, dans ce cas-là, malheureusement, il faudra payer les dépassements d'honoraires, mais un diagnostic TDAH aujourd'hui, ça ne coûte plus, ça n'a plus besoin de coûter 500 euros. Ouais, exactement, Kyo. Euh, la primo-ordonnance doit être réalisée par un médecin, donc psychiatre et neurologue, et par contre, l'ordonnance ensuite pourra être renouvelée par le médecin traitant pendant un an. Et ensuite, il faudra revoir un psychiatre, etc., tous les un an pour renouveler l'ordonnance principale. Euh, Ce qui est assez pratique parce que bon, si on devait aller chez le psychiatre tous les mois, parce qu'il faut le savoir, que les ordonnances pour le traitement sont des ordonnances de 28 jours, donc de 4 semaines, et euh, certaines pharmacies, toutes ne le font pas, mais par exemple dans la mienne, ils le faisaient. En fait, l'ordonnance, c'est une ordonnance sécurisée qui est, qui est datée d'une certaine date, et tu dois donner une seule pharmacie de référence pour aller chercher ton traitement. C'est-à-dire que tu ne peux pas aller récupérer ton traitement dans n'importe quelle pharmacie. Tu dois donner à ton médecin la pharmacie à laquelle tu comptes aller récupérer ton traitement. La pharmacie est prévenue par l'ordonnance sécurisée. Du coup, si tu viens chercher ton traitement avec du retard, il t'enlève le, le nombre de cachets, un cachet par jour de retard, pour pas que tu puisses avoir plus de cachets que sur 28 jours en soi. Et puisque c'est un stupéfiant. Il y a certaines pharmacies qui ne le font pas, apparemment. Moi, j'ai eu des retours de personnes qui me disaient que la pharmacie ne le faisait pas. Mais normalement, ils sont obligés de retirer un comprimé par jour de retard. Par exemple, si j'ai fait une ordonnance et que je viens avec 7 jours de retard à la chercher le médicament, en fait, il faut que j'aille chercher le jour même. Sinon, ils vont m'enlever 7 comprimés. Oui, il y a un délai de carence. Ah, ça, je sais pas qu'il y avait un délai de carence. Mais, euh, mais en tout cas, moi, c'est ce que m'avait expliqué ma psychiatre. Et salut Nico, nouvelle personne sur le chat. Moi j'ai mon diag passé, je vais y arriver. Mon diag, j'ai passé la diva avec mon psychologue qui a juste envoyé les résultats au psychiatre qui a ensuite validé qu'elle connaissait le psychologue et lui a fait pleinement confiance. Oui, c'est aussi possible. C'est aussi possible de faire comme ça. C'est... Et yes, carrément, Kyo, avec plaisir. Parfois, il peut y avoir des petites alliances sympathiques entre psychologue et psychiatre. Et d'ailleurs, moi, je cherche
un psychiatre, un ou une psychiatre avec qui je pourrais genre m'allier. Parce que moi, ça m'arrive très souvent de réaliser des démarches pré-diagnostiques, surtout notamment par exemple pour l'autisme, de faire moi-même la passation des tests, etc. avec des personnes pour ensuite les orienter vers des psychiatres ou vers des structures pour que ces structures-là posent les diagnostics. Simplement, euh, c'est difficile de trouver des personnes avec qui s'associer. Moi, j'aimerais trop, moi, mon rêve serait d'avoir un binôme psychiatre qui bosse avec moi et vers qui je peux renvoyer pour valider des diags, etc. Enfin, si besoin est, évidemment. Et même pour faire de la coordination pluridisciplinaire, etc. Donc, il faudrait que je poste une petite annonce sur le Bon Coin. Et, euh, et oui, effectivement, ça peut arriver donc qu'il y ait des pré-diagnostics par les psys et ensuite qui permettent aux psychiatres de poser le diagnostic assez rapidement. Est-ce que tu as pensé à l'équipe qui a créé Phil? Ben justement, il faut que je les recontacte. Il faut que je les recontacte. Mais ça peut être une bonne idée, carrément. Du coup, c'est vrai que j'avais dérivé sur le traitement, mais on parlait pas du tout de ça. On parlait pas du tout de ça au début. Ah oui, du coup, je vous demandais s'il y avait des personnes qui étaient passées par un psychiatre, etc. Et effectivement, parfois, le nombre de séances pour le diagnostic, moi j'ai eu 2 séances. Non, ouais, 2 rendez-vous avec la psychiatre. Un premier rendez-vous qui a duré quand même assez longtemps, 30-40 minutes, enfin assez longtemps pour un psychiatre. Ensuite, elle m'a envoyé les tests à remplir de mon côté. Et ensuite, j'ai eu un deuxième rendez-vous pour bah, les résultats, le compte-rendu, etc., etc. Donc moi, ça a duré entre l'attente pour les rendez-vous, le fait que j'ai procrastiné à remplir le test, etc. Ça a duré 3 mois, je pense, à peu près. Je sais plus. 3 ou 6 mois. 3 à 6 mois. Parce que j'ai procrastiné, je crois, le fait de faire les tests. Mais oui, carrément, Kyo, merci en tout cas de. Faudra juste que j'y pense. Euh, Du coup, est-ce qu'il y a des personnes qui, enfin, parmi les personnes du coup qui ont un TDAH ici, pour vous, qu'est-ce qui est le plus difficile? Moi, ça m'intéresse de partager un petit peu ça avec vous, parce que, encore une fois, les difficultés sont pas les mêmes pour tout le monde, et ben, il y a des personnes qui vont vivre moins bien certains traits, certains symptômes. Euh, Moi, je dirais, je vous laisse écrire hein, pendant que moi je rack ma life, quoi, basiquement. Mais comme ça vous laisse le temps d'écrire et de répondre à ma question. Moi, je dirais que le plus difficile, pour moi, c'est, alors, pragmatiquement, l'hyperactivité psychique le soir parce que ben, ça m'empêche de dormir. Ça, c'est quand même assez contraignant. Et en deuxième point, je dirais que ça va être euh, cette sensation d'être en lutte constante un peu contre moi-même. Ce truc où, voilà, mon ambivalence pour beaucoup de choses. Euh, et, euh, et la désorganisation. Je suis tellement désorganisée. Oh my God. Je suis vraiment la personne la plus désorganisée de cette planète. C'est terrible. J'avais oublié ça, c'est tellement évident. Moi, c'est vraiment le fait d'être désorganisée, quoi. Je ne comprends pas le principe de l'organisation, quoi. Ça fait vraiment pas sens pour moi. Donc, effectivement, la dysfonction exécutive. En tout cas, la désorganisation, ça fait partie des dysfonctions exécutives. Mais je m'améliore, clairement. Mais c'est hard. Ça me demande beaucoup, 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 beaucoup d'efforts de progresser ne serait-ce qu'un chouïa en organisation. Et les gens se rendent pas compte en fait, parce que il y a ce truc où parfois une chose très simple, qui va paraître très simple aux yeux de plein de personnes, bah, va en fait me demander 10 fois plus d'efforts. La cyclothymie, effectivement, donc la cyclothymie c'est une variation d'humeur en soi. L'hyperactivité, ouais, ok. L'anxiété, effectivement, c'est vrai que je suis aussi pas mal d'anxiété. Et du coup, par exemple, je sais que moi je fais ce qu'on appelle de la. Alors, dermatillomanie, trichotillomanie, c'est un peu, voilà, il y a un peu des deux. Et en fait, en gros, trigger warning du coup, euh, je m'arrache la peau des doigts en fait, comme ça, constamment, à longueur de temps. Et j'ai longtemps cherché à comprendre pourquoi. Et en fait, je pense
que c'est extrêmement lié à mon TDAH pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est une forme d'hyperactivité physique, parce que je n'arrive pas à rester avec les mains à rien faire. C'est une forme de steam, en fait, ça me détend profondément. Et en même temps, il y a ce truc où c'est aussi un peu lié à l'anxiété, quoi. Parce que bah, dans les moments où j'ai plus de stress, je vais plus me les arracher. Mais je pense qu'il y a fondamentalement ce truc un peu d'auto-réassurance, d'ancrage et d'hyperactivité physique, quoi. T'essayes un agenda papier, tu le perds. T'essayes un agenda numérique, tu l'oublies. T'essayes des rappels, tu les ignores. C'est tellement moi. C'est tellement, tellement moi. Et salut Marie-Jo, c'était trop cool de t'avoir eu pour ce soir. À bientôt. Pas moyen de détourner le truc avec des fidgets. C'est une excellente question à laquelle j'ai une réponse. Non, parce que euh, c'est trop. Enfin, je sais pas si ça vous arrive aussi, mais en gros, il n'y a aucun fidget qui reproduit exactement ce mouvement, donc ça marche pas. C'est-à-dire que si je vais faire tourner un truc ou cliquer un truc, bah vu que c'est pas le même mouvement, ça me satisfait pas. En gros, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors, moi, ça serait plus l'impulsivité, notamment vis-à-vis de la nourriture, la dysfonction cognitive, genre je taffe 3 jours max par semaine. T'es psy en libéral. Eh hé, bienvenue collègue. Et les jours où je taffe pas, je peux aller à la salle et des fois faire les courses, à manger, c'est tout pas plus. Et sinon, les tâches administratives, nani 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 nana. Pas de souci, pour le pavé, c'est chouette. Moi, j'apprécie qu'on se partage nos vécus. C'est un peu ce que j'aime aussi dans ces lives-là. Euh, c'est moi qui te donne des conseils non sollicités. Euh, mais, euh, mais oui, l'impulsivité vis-à-vis de la nourriture, c'est quelque chose qui peut être assez fréquent dans le TDAH aussi. Euh, et, euh, et effectivement, c'est important de pouvoir essayer au mieux du possible, construire un environnement dans lequel les choses puissent cohabiter ensemble. Parce que, spoiler alerte, on peut tout à fait vivre de manière sereine et équilibrée avec un TDAH. J'espère que vous le savez. Euh, un TDAH en soi, c'est ça, entre guillemets, ça ne se guérit pas. C'est-à-dire que si on a un TDAH, on l'a. Alors, voilà, voilà, il y a pas trop un consensus là-dessus, mais dans l'idée, il y a potentiellement ce truc où c'est quelque chose qui reste, quoi. Mais on peut tout à fait euh, travailler, trouver des stratégies qui nous permettront ensuite de d'abaisser significativement certains symptômes et de faire en sorte que les comportements ou les traits soient très largement vivables et n'impactent pas, encore une fois, significativement euh, le fonctionnement. Et Kyo, bah, pas de souci, j'attends ton idée, tu peux m'écrire un message si tu veux. Mais donc, est-ce que vous avez des questions déjà là par rapport un peu à tout ce qu'on s'est dit ou pas? N'hésitez vraiment pas à poser vos questions. Moi, vous savez, comme d'habitude, que j'apprécie vraiment ces échanges-là et qu'il n'y a pas de mauvaises questions. D'accord? Il n'y a que des questions intéressantes. Tout m'intéresse et je suis persuadée que la question que vous n'osez pas poser intéressera aussi quelqu'un d'autre. Euh, Ensuite, on va parler un petit peu stratégie. Du coup, pour les personnes qui ont un TDAH ici, quelles sont les stratégies que vous avez trouvées pour pallier à certaines de vos difficultés au sein de votre TDAH? Parce que là, c'est l'heure de se partager les tips, ok? Donc je vous laisse, pareil, prendre le temps de répondre tranquillement. Et moi, je parle de mon vécu en attendant. Le TDAH est pareil chez l'enfant et chez l'adulte. Alors, c'est les mêmes critères, mais ils vont pas s'exprimer de la même façon. On va les reformuler un petit peu avec les enfants, par exemple. Comment gérer l'hyperactivité? Euh, C'est aussi des moments sous traitement pour laisser son cerveau tranquille et pour la plasticité cérébrale où c'est important, si on est sous traitement, de ne pas être sous traitement ad vitam aeternam et d'avoir des moments où on n'en prend pas et puis on se repose déjà. Et pour l'hyperactivité également, c'est important d'avoir des outils qui nous permettent de décharger.
Ça peut être le sport, ça peut être voilà, l'écriture, ça peut être des trucs un peu d'ancrage comme les fidget toys, les steam toys, les peluches, carrément. Mais carrément, les peluches, c'est de l'ancrage. C'est une forme de steam toy, en fait, une peluche. C'est très chouette dans les cas d'hyperactivité, c'est très utile. Et en plus, à ce côté un peu de rassurance, de réassurance, avec cet aspect un peu affectif et émotionnel, quoi. Ne pas trop m'en demander. Ré- J'arrive pas à lire, j'ai le cerveau à l'ouest. Et réviser sans mon organisation, mon planning, ma façon de travailler, car ça change vite. Ok, très parfait. Ne pas trop s'en demander, ça c'est aussi effectivement fondamental. Être vraiment dans une forme d'autocompassion et d'indulgence et de bienveillance envers soi-même, c'est hyper, hyper important. Mais ça, je ne le répéterai jamais assez. Pour me répondre à moi-même, genre les jours de repos quand on est en vacances ou en arrêt. Hello, comment ça va? Bienvenue encore une nouvelle personne qui utilise le chat. Moi, je suis trop contente quand il y a des nouvelles personnes qui utilisent le chat. C'est trop cool. C'est trop chouette, ça veut dire on devient, le groupe s'agrandit. C'est trop trop cool. Et ça me fait grave plaisir que les personnes qui viennent bah, participent dans le chat. Ça me fait trop trop plaisir, ça réchauffe mon petit cœur. C'est la première fois que tu viens sur le live, bah bienvenue. Bienvenue ici, on parle du TDAH ce soir du coup, jusqu'à 22 heures tranquillement. Ça va dépendre un petit peu de ce qu'on a à dire, mais au moins, au maximum jusqu'à 22 heures. Euh, du mieux possible, sortir du multitâche. Ah, ça, c'est mon cheval de bataille. C'est mon cheval de bataille. Oui, je sais, je m'anime. Quand je dis ça, je fais des grands gestes. Le multitâche. Le multitâche. C'est un... En fait, c'est à double tranchant. De un, parce qu'il y a des moments où on a besoin de se stimuler, donc on va essayer de faire plein de trucs en même temps. Et de deux, parce que le problème, c'est que c'est hyper... Enfin, ça tend vers le débordement, en fait, le multitâche. C'est-à-dire que ça amène aussi à déborder, à être surstimulé, et donc à potentiellement craquer, et donc faire des meltdowns, des shutdowns, des crises, etc. Et trop cool en tout cas pour les personnes qui viennent de ma page Insta. Effectivement, bah, je live sur Twitch toutes les semaines. Là pendant octobre, 2 fois par semaine, et ensuite on reprendra le rythme d'une fois par semaine le reste du temps. Euh, sortir son doudou devant du monde, c'est angoissant. En soi, je comprends parce qu'il y a cette question du regard des autres, mais le regard des autres, il existera toujours. Et tu n'as aucun contrôle dessus. Donc puisque il existera toujours, et puisque tu n'as aucun contrôle dessus, pourquoi t'empêcher? De toute façon, si tu t'empêches, les gens qui ont envie de juger trouveront toujours autre chose à juger. Et du coup, bah, si tu t'empêches pas, les gens jugeront peut-être. Peut-être pas. On peut pas le savoir parce qu'on n'a pas le contrôle. Et donc, puisqu'on n'a pas le contrôle, du coup, puisque ce qu'on fait ne changera rien, bah autant faire ce qui nous convient. Waouh, ça rime. Incroyable, c'est trop une phrase genre Pinterest vibe. Euh, sortir du mode multitâche. Et oui, mardi et mercredi soir à 20h30 pour les lives, donc encore demain à 20h30 et la semaine prochaine les 2 derniers lives du coup voilà, bah trop bien. Merci Kyo pour l'article. Et effectivement, c'est vrai que euh, demain c'est censé être thème libre, mais du coup je rattraperai le live que j'ai raté la semaine dernière quand j'avais ma migraine. Mais bref, ça je le dirai sur Instagram, etc. Mais donc euh, je rattraperai le live que j'ai raté la semaine dernière pour respecter mon programme. Et vu que bah, il y avait un live thème libre, au moins, on perd rien. Du coup, le multitâche. Pour en revenir au multitâche, je vais vous poser une question très simple. Est-ce que ça vous arrive de manger sans aucune distraction? Pas d'écran, pas de télé, pas de musique, pas de livre, pas de jeu, pas de manger et juste d'être en train de manger. Est-ce que ça vous arrive?
Non, jamais, non. Que des noms, que des noms, que des noms, j'en suis sûre. Je m'attends à cette réponse-là. C'est extrêmement, extrêmement rare de faire ça aujourd'hui au sein de notre société. Parce que on vit dans une société qui nous met face à tellement de distractions accessibles, ne serait-ce que le téléphone. Le téléphone, c'est la distraction la plus accessible qu'on puisse avoir quand on peut être dans un temps un peu monotache. Et ça voudrait dire être conscient de ce que tu manges, oui, tout à fait. Euh, Est-ce que ça peut vous arriver de faire un trajet sans stimulation, c'est-à-dire de marcher à un moment donné sans musique ou sans téléphone, de faire un trajet en voiture sans musique, de faire un trajet en vélo ou en transport en commun sans être sur votre téléphone ou sans musique? Est-ce que ça peut vous arriver? Ok. Et Kyo, très bien pour les tips, vas-y avec plaisir, hein. Oui, peut-être pas tous les jours, ça oui par contre. Ok, c'est déjà pas mal du coup. C'est un début. Vous voyez qu'il y a des moments où vous le faites, le montage. Donc par exemple, là vous voyez qu'il y a certaines choses où vous arrivez à être dans du monotache. Donc c'est pas impossible, c'est ça que je veux dire. Et d'ailleurs, souvent, les personnes qui lisent, qui arrivent à lire, arrivent à le faire souvent en monotache, c'est-à-dire sans musique derrière, etc. Euh, euh, oui, enfin un vélo à Lyon sans vigilance, on est mort. Ouais, je comprends. Je comprends grave, en vrai. Mais il y a des personnes qui sont capables de mettre un seul écouteur en soi. Moi, ça m'arrivait avant quand j'étais en scooter, quand j'étais jeune, je mettais la musique dans mes oreilles, je mettais un écouteur. C'est pas bien, ne le faites pas, d'accord? Mais je mettais un écouteur, quoi. Et comme ça, j'avais une oreille attentive, on va dire. Euh, Donc, le monotage, donc le fait de revenir à faire une seule tâche, c'est quelque chose qui est vraiment assez difficile, visiblement pour la plupart des gens. Et pourtant, c'est important dans certains moments pour redescendre et aller chercher à travailler sur cette sensation, cette notion d'hyperactivité, notamment physique, voire même psychique. Ça passe ça peut passer aussi par vraiment des temps calmes, c'est-à-dire qu'on peut faire des choses multitâches, mais dans des temps très calmes, c'est-à-dire que on peut se poser dans son canapé ou dans son lit avec une musique très douce en fond pendant qu'on lit quelque chose. On peut être dans une pièce pour se poser, regarder un film en ayant assez peu de lumière, avec personne, seul, tranquille, avec une boisson chaude. En fait, voilà, on peut essayer de réduire au maximum les l'intensité des stimuli dans l'environnement. Ça, c'est déjà très bien, par exemple, pour essayer de se poser et de travailler l'hyperactivité physique. Et d'ailleurs, lire, on en parle, j'ai fait deux de moi capable de lire tout le temps, c'est difficile. Ah, pareil, tellement. La lecture, c'est mon plus, enfin, le fait d'avoir perdu mon appétence et ma capacité à lire, c'est un de mes plus grands regrets, honnêtement, lié au TDAH, je trouve. Il y a une appli qui s'appelle OneSec, et en le configurant correctement, on peut paramétrer certaines applications stop pour que quand on les ouvre, on a le droit à un certain temps. Et il y a un résumé du temps qui a été gagné et du nombre de fois où l'app a réussi à nous empêcher de nous distraire. Ah, trop bien. OneSec. Ok, je note. Trop cool, Kyo. Faudra que je teste ça. Pour moi, c'est impossible, surtout avec une anxiété sociale. Mhm. Lire, trop dur aussi, c'est impossible de se concentrer. Bah, par exemple, moi, je commence à me réconcilier, pardon, je vais y arriver, avec la lecture, avec les BD. Les BD et les podcasts, etc. C'est une autre façon de lire, en fait, au final. Moi, les BD, par exemple, ouais, je sais que c'est trop bien. Enfin, j'arrive bien plus facilement à lire des BD. Et en plus, cet aspect, c'est stimulant. Il y a des couleurs, des images. Voilà, il y a plein de. Ça, c'est très. Les BD, c'est hyper TDAH friendly, honnêtement. Et ben, les BD, c'est de la lecture. Ça, c'est pareil. C'est-à-dire, on va dire, oui, j'arrive plus à lire, j'arrive plus à lire. Les BD, c'est de la lecture. Donc, on sait qu'on arrive à lire. Simplement, euh, on a adapté, on va dire, les moyens qu'on se donne pour faire quelque chose.
Et ça, c'est vraiment l'enjeu de l'accompagnement quand on a un TDAH, c'est de trouver des stratégies qui nous permettent d'adapter nos spécificités à ce qu'on veut faire ou à ce qu'on doit faire. Si on a envie de lire mais qu'on n'y arrive pas, eh ben, il y a d'autres moyens de lire. Il y a la BD, il y a les formats très courts, il y a les livres audio, il y a les podcasts, etc. Euh, Si par exemple euh, on a du mal c'est bête hein, ce que je vais dire, mais si par exemple on a du mal à cause de nos dysfonctions exécutives à faire la vaisselle, alors là il y a une question de moyens, de place, etc. Mais si on peut se permettre d'acheter un lave-vaisselle, c'est une stratégie. Les stratégies, ça passe aussi par acheter du matériel ou se procurer du matériel qui permette de gérer des tâches qu'on a du mal à gérer. Moi, je sais que par exemple, la vaisselle, c'est un truc qui était compliqué pour moi. J'ai la chance, et en tout cas maintenant c'est un critère, quand je cherche un appartement, je cherche soit un appartement qui a déjà un lave-vaisselle ou alors qui a au moins à minima un emplacement pour mettre un lave-vaisselle en plus de mon lave-linge, par exemple. Alors là, il est question, effectivement, ça demande, je conçois tout à fait que j'ai certains privilèges, j'ai les moyens qui me le permettent, mais si c'est le cas, il faut vraiment pas hésiter à accepter de se procurer parfois des choses qui font les choses à notre place quand on n'arrive pas à les faire. Tips pour les aidants, ne jamais demander à quelqu'un qui a tel âge de faire quelque chose que cette personne avait déjà commencé à faire. Oui, effectivement, ça, c'est un bon conseil. Et d'après vous, pourquoi le tips de Kyo est intéressant? Parce que oui, c'est bien parce je peux aussi vous faire travailler selon les choses que vous nous partagez sur le chat. Mhm, ça le sort de la concentration, ouais, il y a grave de ça. Est-ce qu'il peut y avoir autre chose? Non, pas d'idée. Bah, effectivement, en soi, il y a et à la fois euh, ce truc où, voilà, exactement. Déjà, pour moi, il y a deux axes. Le premier, c'est le fait de perturber quelqu'un au milieu d'une tâche, surtout une personne qui a un TDAH. Ça peut complètement le sortir de sa concentration. Et, et donc, si la personne est sortie de sa concentration, elle va potentiellement avoir du mal, voire elle va ne pas être capable de s'y remettre. Et donc, il y a une mise en échec potentielle ensuite. Et avec ce côté, effectivement, qui peut être un peu euh, perçu comme une forme de surveillance, de rappel de faire les choses, etc. Je fais la vaisselle par catégorie pour me motiver, tous les couverts ou toutes les assiettes, et je laisse le reste pour après. Franchement, grave, ça c'est une bonne stratégie, par exemple. Moi, une stratégie que j'utilise beaucoup, également pour mes difficultés d'organisation, et surtout pour ma difficulté à me rappeler des choses, c'est dès que je me dis que je fais quelque chose, si je peux le faire de suite, je le fais de suite et je ne le remets pas. C'est-à-dire que si je dis, ah, ouais, c'est vrai, il faut que je pense à envoyer un message à un tel. Non, 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 non. Il faut pas que je pense à l'envoyer plus tard. Je l'envoie maintenant. Qu'importe l'heure du jour, de la nuit, qu'importe la semaine, le week-end, si je peux faire la tâche que je me dis que je devrais faire plus tard, je la fais maintenant. Et ça m'aide de ouf. Vraiment, ça m'aide de ouf. Ensuite, et ça va un petit peu avec la première, c'est si je suis en train de commencer une tâche, je la finis avant d'en commencer une autre. Et vraiment, ça, pour moi, c'est un truc où je me force. C'est-à-dire que si je suis en train de faire non, ça, d'aller jeter un truc à la poubelle et qu'au passage, je vois, je sais rien, un truc qui traîne, je me force à me dire, non, non, Isaline, va d'abord à la poubelle. Et ensuite, t'iras prendre ton truc qui traîne. J'y arrive pas à tous les coups parce que c'est difficile d'avoir ce réflexe de se rattraper en plein vol. Moi, maintenant, j'arrive de mieux en mieux parce que je me le dis de plus en plus souvent. Mais du coup, ça me permet de revenir à une chose après l'autre. Ce qui est aussi un truc très, très important
dans le réapprentissage et la gestion des tâches. Et les envois de mails différés, c'est exactement ce que je fais quand je dois envoyer un mail et que je me dis, oh là là, non, il est 1 heure du matin, c'est pas possible. Ça ne marche pas du tout pour moi, ah, je le fais le jour de la deadline. Je peux comprendre. C'est les stratégies et les outils qu'on peut mettre en place, effectivement, ne marchent pas pour tout le monde. Genre moi, si je me dis que je commence à ranger mon appart, je dois avoir fini, je suis fichu, j'en ai pour 3 semaines. Carrément. Et j'allais y venir, Kyo. Si une tâche vous paralyse, c'est que elle comporte soit trop de sous-tâches floues, ou soit qu'il y a un enjeu, en tout cas, qui fait que ça paralyse. Et effectivement, ranger son appart, c'est trop flou, donc ça peut paralyser. Mais par contre, se dire, ok, aujourd'hui, je range mes tiroirs de mon meuble vasque de ma salle de bain. Bah là, c'est bien plus précis, c'est bien plus clair, et du coup, ça paraît faisable et accessible, et donc on va avoir plus de facilité à le faire. Et c'est une sous-tâche qui appartient à la grande catégorie de ranger son appart. Donc c'est important, ça c'est une autre stratégie, si une tâche vous paralyse, essayez de la diviser en un maximum de sous-tâches. Et ensuite, de prendre le temps de faire les sous-tâches progressivement. Voilà, de décomposer, exactement. Et ça va dans l'autre sens, c'est-à-dire que si je dois faire quelque chose, ça c'est une autre difficulté, c'est-à-dire que moi, plus il y a de sous-tâches, plus ça va être difficile pour moi de faire la tâche. Donc, alors, je vais vous dire un exemple. Imaginons que je veuille acheter une machine à café. Ok. Bah en fait, je ne vais jamais acheter une cafetière dans laquelle il faut que je mette un filtre en papier, qu'ensuite je mette du café en poudre dedans, qu'ensuite je ferme, qu'ensuite je mette de l'eau, que j'aurais fait chauffer à la bouilloire, naninana, parce qu'en fait, il y a trop dans cette cafetière, il y a trop de sous-tâches pour me faire un café. Et du coup, je sais que si j'ai une cafetière comme ça, je ne boirai jamais de café. Il me faut une machine dans laquelle il y a le moins d'étapes possible pour avoir mon café. Donc, si il y a des choses que vous appréciez, mais ou que vous aimeriez faire ou que vous aimeriez machin, mais que vous utilisez un matériel ou une façon de faire qui comporte trop d'étapes, voilà, c'est pas des soutages, pardon, c'est des étapes, bah en fait ça peut aussi vous paralyser. Et moi ce que je fais c'est que quand je visualise des choses que je veux faire, j'essaye de créer des choses avec le moins d'étapes possible. Par exemple, pour typique exemple tout con, pour jeter, on va dire, euh, mes poubelles, j'ai deux possibilités. Soit je vais à mon sous-sol pour jeter mes poubelles, et donc quand j'ai rien à faire au sous-sol, c'est extrêmement chiant. Je me dis ça sert à rien que j'aille au sous-sol, c'est une perte de temps que d'aller au sous-sol ensuite de remonter. Ou soit, et donc ça c'est l'option que j'ai choisie, quand je vais balader mon chien, je passe devant une benne. Et là, pour moi, ça c'est ok. Parce que vu que je vais déjà balader mon chien, j'ai pas l'impression de faire une tâche, une étape en plus dans ma tâche pour rien. C'est-à-dire aller au sous-sol avec mon chien, jeter la poubelle, ressortir du sous-sol et aller balader. Là, je vais directement balader et sur le chemin, il y a une benne dans laquelle je peux jeter ma poubelle. Donc j'ai supprimé une étape. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, vu que j'ai supprimé une étape, j'arrive beaucoup plus à jeter mes poubelles régulièrement, par exemple. Et désolé, j'ai parlé en monologue, du coup j'ai pas un peu trop vu ce que vous avez dit. Ah oui, le site des Gobelins, il est trop bien pour trouver les soutages d'une tâche. Donc vraiment ça, je vous le recommande, le site de Gobelins. Et, l'appli, je sais pas du tout laquelle c'est par contre Kio, j'en ai jamais entendu parler, mais si jamais tu retrouves le nom, avec plaisir pour partager. Et voilà, comme tu disais. Et du coup, oui, enfin, et du coup, parfois, on peut se rendre compte à quel point on a des choses qui peuvent du coup paraître difficiles avec le temps, parce qu'en fait, ces choses comportent soit beaucoup de sous-tâches, soit beaucoup, beaucoup d'étapes. Et, euh, et donc, n'hésitez pas régulièrement à
reprendre un peu toutes les choses de votre quotidien et essayer, soit pour les tâches qui vous paralysent, de les décomposer en des sous-tâches qui vous paraissent accessibles, soit pour des choses qui comportent trop d'étapes, à essayer de trouver un moyen qui ait moins d'étapes. Ça, c'est deux axes, on va dire, de réflexion autour, autour de la gestion des tâches. Pour l'organisation, par exemple, autre sphère, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de tout centraliser sur un seul planning. Et un planning que je n'aurai pas le choix de voir au quotidien. Donc, par exemple, moi, typiquement, je centralise absolument tout sur mon agenda de psy, en gros. Parce que je sais que c'est un planning que je vais voir à minima du lundi au vendredi tous les matins obligatoirement. Et donc sur mon agenda en ligne, donc clairement l'agenda sur lequel les gens peuvent réserver leur rendez-vous, hein. Sur cet agenda, je mets tous mes autres rendez-vous, mes rendez-vous médicaux, mes rendez-vous, tout, je centralise parce que c'est mon agenda que je n'ai pas le choix de voir tous les jours. Donc je sais que sur cet agenda, je vais avoir beaucoup moins de chances de rater des informations parce que je le vois tous les jours. Et je le vois en plus le dimanche quand je prépare ma semaine. Et du coup, j'ai le réflexe de le regarder le samedi aussi, maintenant. Euh, Format A1, pour pas le rater, c'est ça? Et également pour les personnes qui ont besoin de pas le rater, ben c'est de créer, d'avoir un immense planning en tableau, un endroit à l'intérieur de chez vous devant lequel vous passez tous les matins ou tout le temps, quelque chose de très visuel. Parce que pareil, moi le planning sur le téléphone, ça n'a jamais marché parce que j'oublie d'aller regarder mon planning sur mon téléphone. Planning papier, ça n'a jamais marché parce que je ne pense pas à sortir mon livre, je ne l'ai pas toujours sur les yeux. Donc, deux possibilités. Soit vous avez vous placez votre planning dans un endroit virtuellement que vous allez voir tous les jours. Moi, en tant que psy, c'est mon agenda en ligne. Ou alors, vous placez votre planning à un endroit chez vous physique où vous ne pouvez pas le rater. Donc, un tableau au mur, à un endroit stratégique de chez vous. L'aspect visuel, il est super important. Moi, avant, c'était sur mon frigo, par exemple. Effectivement. Voilà, exactement. Ça peut être la porte des WC, ça peut être vraiment n'importe quoi où vous allez forcément passer. Et de préférence, du coup, le matin pour la journée. Et ça, c'est pareil, c'est-à-dire pour toutes les personnes qui vont avoir tendance à euh, oublier des trucs, etc., etc., vous pouvez les placer à des endroits stratégiques quand vous en avez besoin. Typiquement, euh, vendredi, enfin samedi matin, je partais à Paris, donc je devais prendre le train. Vendredi soir, on m'a dit de ne pas oublier un truc pour monter à Paris, donc les micros les micros de podcast. Ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas fait confiance à mon cerveau et je me suis pas dit ah bon, bah super, j'y penserai samedi matin quand je ferai mes affaires. Non, non, non. Pour éviter de me piéger, dès qu'on m'a donné cette information, j'ai pris les micros de podcast et je les ai placés devant ma porte. Comme ça, je suis sûre de ne pas les oublier le lendemain matin quand je pars. Et ça, vous pouvez le faire avec plein de trucs. Moi, je le fais, je l'ai souvent fait avec mon traitement pour le TDAH, pour pas oublier de le prendre. Même mes traitements de manière générale, mes cachets, mes compléments alimentaires, je les mets à un endroit où je vais tous les matins. Donc, avant, c'était ma machine à café, parce que je buvais du café tous les matins. Maintenant, c'est pas. J'ai vu que je ne bois pas systématiquement du café tous les matins. Qu'est-ce qui se passe? J'oublie de prendre les médicaments. Donc, tout ce qui est vos médicaments à prendre le matin ou vos trucs à faire le matin, il faut les placer à visuellement un endroit stratégique dans lequel vous passez tous les matins. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais les placer dans ma salle de bain, sur mon meuble de salle de bain. Et là, du coup, vu que je les place, paf, ils sont là. Ah, bah je vais les prendre. Mais alors, du coup, pareil, si j'ai pas de verre avec de l'eau, si j'ai pas la possibilité de les prendre directement, c'est un risque de ne pas réussir à faire la tâche. Parce que si je me dis, ah, j'ai mes médicaments là sur mon meuble, mais il faut que j'aille chercher un verre pour les prendre et me prendre de l'eau, il peut se passer 1000 distractions entre moi qui sors de la salle de bain et moi qui suis censée aller me chercher un verre d'eau pour ensuite revenir à la salle de bain prendre mes médicaments. Du coup, la salle de bain, c'est un habitacle intéressant parce qu'il y a un évier avec de l'eau. Donc, ce que vous faites, c'est que vous mettez toujours sur votre meuble de salle de bain les médicaments que vous devez prendre et un verre. Comme ça, vous vous servez directement votre verre d'eau dans l'eau du robinet. Si vous n'aimez pas l'eau du robinet, vous mettez une bouteille pleine, une bouteille d'eau dans votre salle de bain avec un verre. Et comme ça,
vous réduisez les risques de subir une distraction et de pas d'oublier en fait de faire la tâche. Des années de réflexion pour des techniques très simples, mais qui sont efficaces. Et l'appli du coup que tu disais Kyo, donc s'appelle Habitica. Bah franchement, je testerai, ça m'intéresse. Je vous ferai un retour si vous voulez. Et recoucou, Noé. Du coup, est-ce que vous avez d'autres exemples, vous, de stratégies que vous pouvez utiliser, vous, de votre côté, que vous aimeriez bien partager, du coup? Moi, je réfléchis si j'en ai d'autres. Ah oui, les post-it, pareil. Euh, les trucs que dont je dois visuellement me rappeler au quotidien, je les écris sur un post-it à l'endroit où je dois m'en rappeler. Par exemple, sur ma porte, je mets un post-it, n'oublie pas tes clés. Euh, devant mon évier, je mets un post-it, mets la vaisselle dans le lave-vaisselle. Euh, euh, dans mon entrée, au niveau de de mon truc pour ranger mes chaussures, je vais mettre range tes chaussures. Et en fait, moi, les post-it, c'est un truc qui a marché de ouf. Moi, j'en utilise quasiment plus aujourd'hui. Mais ça, par exemple, ce que je viens de vous expliquer, je l'ai fait pendant des longs mois. J'ai mis des post-it partout. Partout, 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 pour toutes les tâches que j'avais du mal à faire. J'ai fait ça pendant à peu près un an. Un an. Et ça m'a tellement aidé, à tel point que maintenant, bah en fait, ça y est, j'ai intégré des réflexes que j'avais pas intégrés avant. Et ça a été mais vraiment un des meilleurs outils pour moi, les post-it avec une consigne à l'endroit même où doit s'effectuer la consigne. Parce que quand on n'a pas acquis un mécanisme naturellement, on doit y penser. Et quoi de mieux pour y penser que de l'avoir en face des yeux? Parce que parfois, on n'a pas toujours ce réflexe d'y penser naturellement. Et donc, il faut que ce soit induit par l'environnement, et donc visuellement. Et donc, les post-it. Les post-it, c'est magique. J'aime bien le type du bracelet avec un truc qui pendouille quand je dois faire un truc d'urgent ou un important parce que ça va vite me gonfler que ça pendouille. Et du coup, je finis par le faire. Carrément. Ça peut aussi être une solution. Et salut, salut, salut. Bah, t'arrives vers la fin, parce que là, je comptais terminer le live tranquillement, malheureusement. Je suis désolée. Mais du coup, on a parlé du TDAH ce soir. Et bah, pour les personnes qui sont arrivées un petit peu tard ou qui ont raté un petit peu des éléments, de toute façon, je mets toujours les replays sur YouTube. Donc demain, je mettrai les replays de la semaine dernière et d'aujourd'hui, du coup, sur YouTube. Ou demain ou en fin de semaine. Je verrai quand j'aurai le temps. Et est-ce que vous avez encore des petites questions avant qu'on termine tranquillement? Désolée, c'était un petit peu moins structuré que les dernières fois, j'ai pas eu le temps de préparer grand-chose. Mais, euh, mais je pense que j'ai dit pas mal. J'ai dit à peu près tout ce qui me paraissait pertinent à dire. Du coup, pas de questions? En tout cas, c'est une première pour moi. Merci pour toutes les infos, j'attends mon diag. Ok, trop cool. Bah, j'espère que tu as bien profité, en tout cas, de ce live-là. Moi, ça m'a fait trop plaisir, en tout cas, comme d'habitude, de partager ce moment avec vous. Je suis trop reconnaissante que vous soyez là à être présent et présente sur mes lives à chaque fois avec assiduité. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. J'adore échanger avec vous, c'est super enrichissant. Et je suis trop contente qu'on ait une petite team là, de personnes qui reviennent régulièrement. Du coup, rendez-vous demain à 20h30 pour les personnes qui seront là demain. Merci de votre présence. Le live, du coup, sera dispo en replay en intégralité sur YouTube. Les précédents aussi. Ceux que vous avez ratés le sont déjà. Donc ma chaîne YouTube, c'est encore une psy, vraiment comme le hâte en haut. Et surtout, prenez soin de vous. Et je vous dis bah, à demain pour les personnes qui seront là et à très vite pour les personnes qui ne seront pas là. Prenez, prenez vraiment, vraiment soin de vous. Salut!